Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode de Courir Mieux Rencontre. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer pour de vrai Julie Roux, puisque Julie, on a déjà échangé une première fois, toi et moi, rapidement, juste avant les Templiers. Ouais. Tu avais répondu pour le podcast à 2-3 questions pour savoir si tu étais plutôt en forme avant les Templiers. Et puis, apparemment, tu étais plutôt en forme. Donc, merci beaucoup de m'accorder du temps. Comment tu vas ? Merci, ça va très bien. Bonjour, ça va très bien. Super. On se retrouve du coup entre deux créneaux sur ton emploi du temps qui est un peu chargé, puisque alors déjà on a de la chance, on est sur Grenoble, donc ça faisait une interview qui était facile. Et on a réussi à trouver un petit créneau sur le moment où tu es apparemment un petit peu au rupteur niveau boulot. Donc merci de nous accorder du temps. La première question que j'aimerais te poser, pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas, c'est qui es-tu, Julie Roux? Et est-ce que tu peux te présenter en essayant d'éviter, pour l'instant, la partie trail? Du coup, je m'appelle Julie Roux, j'ai presque 30 ans, je vais avoir 30 ans là. Je suis originaire du nord de Montpellier, au pied du Pic Saint-Loup, là où ils font du bon vin. Alors moi, mon sport d'origine, c'est le kayak. Initialement, je suis plutôt une kayakiste. Je suis venue à Grenoble, du coup, ça fait maintenant 12 ans. Donc maintenant, j'habite à Grenoble et puis je suis ingénieur. Je fais des études d'ingénieur, un doctorat en microélectronique et maintenant, je suis ingénieur AST microélectronique. Si jamais tu le veux, je peux utiliser le terme Docteur Roux pendant tout l'épisode, ou alors on peut rester sur Julie, c'est selon à quel point tu es attaché à ce titre de docteur. Non, tu peux dire Julie. C'est quand même un peu plus sympa Grenoble pour faire du trail que Montpellier? Ouais, c'est sympa. Après, franchement, le nord de Montpellier, c'est sympa, mais t'as un terrain peut-être moins grand. Mais autour du Pic Saint-Loup et tout, c'est quand même des beaux terrains. Est-ce que tu as une autre passion dans la vie que le trail, quelque chose d'autre qui t'anime? Moi, je sais pas, j'aime beaucoup être dehors. Après, moi, j'aime bien cuisiner, j'aime bien passer du temps avec ma famille, avec mes copains. Et le vin? De ce que tu as dit par rapport à Montpellier? Le vin, j'aime bien vivre, quoi. Est-ce que tu as fait une transition vin chartreuse en arrivant à Grenoble ou... Non, pas encore. Il y a quelques endroits, il y a du bon vin autour de Grenoble quand même. Il faut bien chercher. Pour un peu mieux cerner la personne que tu es, il y a 3 questions que j'aime beaucoup poser à tous les invités et qui pour moi donnent une idée un peu de la personnalité de l'individu que j'interviewe. Est-ce que tu pourrais nous dire spontanément quel est ton film préféré, le premier qui te vient en tête? Moi, je dirais Léon. Ouais. Super belle référence, ça fait plaisir à entendre. Quel est ton livre préféré? Il peut y en avoir plusieurs, mais un qui t'a marqué. Un qui m'avait marqué, c'était un livre de Pierre Rabhi, mais je me souviens même plus du titre. Non, c'est Traité sur l'intolérance, ça s'appelle. T'es la première personne qui me répond à un livre qui n'a rien à voir avec l'entraînement et le sport. Donc pour l'instant, tous les invités ont répondu quelque chose en rapport avec le sport, donc je suis très content d'entendre autre chose, on va dire un autre son de cloche. Et est-ce que tu as une musique ou un artiste favori? Ouais, j'aime bien Manu Chao, moi. C'est cool. T'écoutes ça pendant que tu cours? J'écoute vraiment de tout quand je cours, mais c'est vrai que des fois, il y a des musiques, au bout d'un moment, elles te lassent. Manu Chao, c'est toujours, ça passe toujours bien. C'est toujours sympa. Ouais. Julie, je vais préparer le portrait de qui tu es en tant que coureuse. Donc j'ai essayé de relever le maximum d'infos et de ne pas me tromper. Si jamais j'ai fait une erreur, tu seras libre de me corriger par la suite. Pour présenter rapidement ton parcours, tu es de la team Salomon France depuis plusieurs années. Tu es entraîné par Philippe Propage aujourd'hui. En termes de palmarès, tu as fait première à l'échappée belle format 60, si je ne dis pas de bêtises, en 2020. Première échappée belle en 2020, troisième sur les Templiers en 2021, première en 2022 à la Sky Race des Mathésins et au Grand Trail de Serpenson en 2022 également. En 2023, quelques mois après avoir accouché, tu as fait première au Grand Trail de Serpenson, 27 km le samedi, et puisque c'était pas assez, juste une course le samedi, tu as fait troisième sur le 32 le dimanche. Tu as fait première au Grand Trail des Templiers en 2023 également, quelques jours après que je t'ai interviewé, et très récemment, tu as fait première à la Saint-Élion. En plus de ça, on rajoute quelques places d'honneur sur d'autres courses qui sont peut-être un petit peu moins connues tout au long de ta carrière, avec de très belles places sur les circuits des Golden Trail World Series que tu as régulièrement couru. Et si on remonte encore plus dans le temps, tu as été en équipe de France de kayak polo, où tu as fait, en termes de meilleure place, vice-championne du monde avec ton équipe. Est-ce que je me suis trompé quelque part et est-ce que c'est ça globalement, les grandes lignes? Ouais, c'est ça globalement. J'ai déjà fait championne du monde en kayak polo, mais c'était en moins de 21 ans, donc je sais pas
Qu'est-ce qui vaut le plus? J'avais raté cette info. La question que je me pose quand je regarde ce palmarès qui est impressionnant, c'est comment est-ce que tu es arrivé au trail? Qu'est-ce qui t'a fait passer de ce passé que tu as eu en kayak polo à courir à pied dans les montagnes? Alors, bon, courir à pied, j'ai toujours un peu couru, puis même pour préparer le kayak, enfin pour le kayak polo, quand on a une démarche un peu de haut niveau, on court un petit peu. Bon, c'est courir, j'ai toujours un peu couru, puis j'ai toujours eu des facilités à courir quand même. Après, là où je me suis vraiment mise à plus courir en montagne, c'est quand je suis arrivée à Grenoble. Du coup, bon, c'était quand? Bon, 2013, 2012, 2013. Donc c'est là que je me suis ouais, vraiment mise à beaucoup plus courir dans les montagnes. Et à la base, du coup, dans ces années-là, c'était en complément un peu de ma préparation physique pour le kayak polo, quoi. C'était pour avoir de l'endurance. Puis se faire plaisir. Quand est-ce que tu as arrêté le kayak polo? J'ai arrêté le kayak polo vraiment en bon, à la naissance de mon premier enfant, en 2018. Et le premier moment pour toi dans ta carrière sportive où en trail ça a commencé à marcher, c'était où tu as commencé à avoir des résultats Bah 2019 après. Ok, c'est allé vite? Ouais. Après, je courais avant, je faisais des petites courses. En fait, en 2017, je faisais déjà des trails un peu. Je me disais, bon, j'aimerais bien essayer un peu plus parce que kayak polo, c'est quand même le physique que ça demande. Enfin, c'est pas opposé, mais c'est pas hyper compatible avec le trail à haut niveau. Et du coup, c'est là que je me disais, bon, est-ce que je vais peut-être arrêter le kayak polo parce que c'était super compliqué de m'entraîner à Grenoble. Je rentrais très souvent à Montpellier. Ça devenait super contraignant. Et du coup, c'est là que je me suis dit, allez, je me mets à fond dans le trail. Mais oui, ça a vite payé après quand j'ai... En fait, la transition vers le trail, elle est venue parce que c'était trop contraignant le kayak polo et t'aimais courir en montagne, donc tu t'es retrouvé sur les sentiers. Ouais, j'aimais courir, j'étais à Grenoble, je sentais que ça marchait un peu bien et je me disais, bon, j'aimerais bien exploiter un peu à fond pour voir ce que ça donne, quoi. Okay. En quelle année tu as intégré le Team Salomon? Le Team Salomon, je l'ai intégré après le confinement. Alors le confinement, c'était en 2021, quoi. Est-ce que toi, dans ton parcours de sportive, tu arrives à identifier un moment clé, un moment important, une sorte de virage dans ta carrière sportive, ou pas spécialement, ça a été très linéaire? En tout cas, toutes mes années de kayak, ça a été assez linéaire parce que finalement, petit à petit, tu fais un peu plus de compète. Donc, ouais, je suis allée petit à petit vers les équipes de France, mais pour moi, c'était assez linéaire. Après, ouais, je dirais que le premier enfant, ça a un peu marqué une rupture où, du coup, je suis passée à m'entraîner en trail. Et en fait, c'est quand même dur d'arrêter un sport que tu fais à haut niveau, surtout le kayak polo, c'est un sport d'équipe, tu as du mal à lâcher ton équipe. Puis toutes ces habitudes, enfin, moi j'adore quand même le kayak. Et en fait, le fait d'avoir un enfant, ça a vraiment coupé. En fait, des fois, d'avoir un enfant, ça permet que les gens ils arrêtent de compter sur toi. Finalement, de te rendre compte que t'es pas indispensable, tout le monde peut être remplacé. Et c'est là que du coup, je me suis dit, oui, je vais pas revenir, maintenant je vais faire du trail parce que j'ai envie d'en faire, quoi. Il y a une interview de toi écrite par le magazine Wider, si je dis pas de bêtises, où tu parles pas mal de justement se passer dans l'équipe de kayak polo, ta vision de l'équipe, etc. Je l'ai trouvé en préparant cette interview. Et si vous le souhaitez, je le mettrai en description de l'épisode, mais tu parlais quand même pas mal de tout ce que tu as vécu avec l'équipe, avec ce sport d'équipe, et je trouvais ça vraiment intéressant. Comment tu le vis toi aujourd'hui de faire un sport qui est très solitaire et plus du tout en équipe? Est-ce que tu préfères au final, là tu mentionnes que les gens comptent sur toi, est-ce que tu as l'impression que tu t'es un peu déchargé du coup de cette attente de l'équipe et aujourd'hui tu es maître de ce que tu fais, ou est-ce que ça te manque ou... En fait, ça me manque surtout pendant les compètes. Le trail, ça reste un sport où dans ta prépa, des fois tu es tout seul, des fois tu es avec du monde, mais tu as quand même souvent l'opportunité d'aller courir avec du monde. Moi, je trouve facilement du monde pour venir courir, ou vu que pour préparer du trail, on peut faire plein d'autres sports, on peut aussi aller skier, faire du vélo. En fait, presque pour moi, le trail, ça permet de partager encore plus avec tout le monde, parce que le kayak, tu restes cantonné à ceux qui font du kayak, que finalement, le trail, tu peux aller courir. Enfin, moi, je vais courir avec mes collègues des fois le midi. En fait, dans le trail, tu peux quand même partager le truc avec beaucoup de monde, donc tu n'es pas forcément tout seul. Après, c'est vrai que dans la compète, même si quand même, faut pas négliger que tout seul,
on ferait pas ce qu'on fait. Enfin, moi, je ferais pas ce que je fais si j'étais toute seule. Quand même, quand tu arrives en fait et que tu gagnes ou que tu fais une bonne performance, tu es un peu tout seul. Alors que vraiment, en kayak polo, c'est vraiment fort de gagner quelque chose parce que tu as l'équipe, quoi. Enfin, après, c'est vraiment un truc de fou. Donc ça, c'est vrai que ça me manque un peu, toute cette ambiance d'équipe. Puis aussi cette ambiance de... une équipe en kayak polo, tu as ton équipe et puis il faut faire avec. Et du coup, t'apprends au niveau humain, tu apprends quand même énormément à s'adapter aux autres, à fonctionner avec les points forts de tout le monde. Et ça, c'est pas quelque chose que tu apprends dans un sport individuel. C'est que les gens, ils fonctionnent un peu pour toi quand c'est toi qui cours. Et donc, c'est peut-être plus égoïste comme pratique, le trail. En tout cas, j'ai l'impression que dans le trail, quand tu t'intéresses aux points forts et aux points faibles de quelqu'un d'autre, c'est parce que tu es en compétition avec et tu vas te dire, par exemple, Sébastien Speller, il en parlait lorsque je l'ai interviewé pour les Templiers. Il disait, j'ai regardé qui c'est lui, je sais où est-ce qu'il est bon, je sais où est-ce qu'il est moins bon, du coup j'ai peur qu'il m'attaque ici, du coup je vais essayer de tamponner là. Et en fait, du coup, l'analyse des points forts et des points faibles, c'était pour en fait ne pas perdre, tu vois, c'était dans une vision d'adversaire, pas dans une vision collaboratrice, comme tu peux avoir dans un sport d'équipe où tu cherches les points faibles de tes potes pour performer. Donc tu as peut-être cet écart entre les deux. C'est ça. Pour terminer sur ce portrait trail, on va dire, j'ai des petites questions qui vont ressembler à tes films et musiques préférées, mais cette fois dans le cadre du trail. Pareil, tu réponds spontanément, la première chose qui te vient à l'esprit. Qu'est-ce que c'est ta paire de chaussures préférée? En ce moment, c'est les Genesis. Okay. Bon, tu partages ce point commun avec Simon Gosselin, qui a répondu pareil dans l'épisode. Si vous le souhaitez, il est en ligne. Mais lui aussi, il mettait cette chaussure en avant. C'est quoi ton aliment en course préféré? Les purées un peu chargées, là, mais plutôt des compotes, des purées sucrées. Un aliment en récup préféré? On récup, pour de la fausse récup, du vin rouge. Très bien. Alors, c'est pas vraiment un aliment. Non, mince. Mais ok, ça me va, vin rouge. Un parcours que tu adores, où tu vas régulièrement t'entraîner? Orion, d'un sommet au-dessus de chez moi, dans Beldon. Est-ce que tu as un sommet préféré autour du coin ou peu importe? Orion, c'est un sommet aussi. Je dirais que c'est le sommet préféré. Après, j'aime bien changer, mais... Mais c'est celui où tu vas régulièrement et où tu aimes bien. Ok. Et dernière question de cette partie, quel est ton meilleur souvenir en trail? Mon meilleur souvenir en trail, c'est dur de dire ça. Ouais, j'ai Trail Drôme en 2019, c'est un bon souvenir parce que c'était la première fois que j'ai réussi à perfer un peu. Ok, t'avais fait quoi comme résultat? J'avais fait 5 ou 6e, mais du coup j'avais eu ma sélection en équipe de France. Donc ça c'est un beau souvenir, super. Eh ben, je te remercie pour cette partie. Je te propose qu'on passe maintenant à celle sur l'entraînement. Alors, dans cette partie sur l'entraînement, j'aimerais qu'on comprenne, que les auditeurs comprennent un peu plus comment toi tu t'entraînes, comment tu approches l'entraînement et comment tu approches la performance. Donc, j'ai prévu plein de petites questions qui ont pour but de décortiquer un petit peu ça, comment s'entraîne Julie Roux. Et la première, alors ça va être assez difficile à répondre puisque forcément l'entraînement va dépendre du moment où tu es, de la course que tu prépares, etc. Donc on va essayer vraiment de répondre dans des grandes lignes. La première question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que toi tu approches généralement le volume d'entraînement que tu réalises sur une semaine, sur un mois? Comment est-ce que tu le calcules? Est-ce que tu fais attention à certains volumes horaires, certains kilométrages ou pas spécialement? Ou dénivelé? Je regarde pas trop le kilométrage et le dénivelé. Mais ouais, je regarde un peu le volume horaire globalement des semaines. C'est vrai que ça, j'aime bien. Quand j'en fais vraiment pas beaucoup, je me dis oh là là, va falloir se bouger un peu. Mais c'est vrai que d'habitude, tu étais quand même plutôt dans des préparations. Si je compare avec les dernières courses que tu as réalisées, tu étais plutôt dans des préparations pour des trails d'une vingtaine, une quinzaine, une trentaine de kilomètres sur des formats plus courts. Et là, tu es passé sur des formats, ça fait 2 fois en tout cas que tu fais des formats 80, tu avais déjà fait, mais ça fait 2 fois d'affilée. Du coup, forcément, tu as un peu réaugmenté le volume à l'approche de ces courses-là ou même pas? Ouais, j'ai fait pour les Templiers, j'ai fait 2 grosses semaines de volume. Après, si ça se trouve, si j'avais eu le temps d'en faire un peu plus, j'aurais peut-être fait un peu plus. Mais là, finalement, par rapport à ma reprise, c'était un peu je pouvais pas faire du gros volume beaucoup plus tôt et puis je pouvais pas tirer beaucoup plus lent parce qu'après il y avait les Templiers qui approchaient. Donc pour les Templiers, j'ai fait 2 bonnes semaines de volume. Après, entre Templiers et Saint-Élion, j'ai pas fait des gros volumes. Parce que tu avais déjà encaissé un... Ouais, je me disais que je pouvais... Enfin, je me disais, mon coach aussi se disait qu'il fallait récupérer et puis on pouvait profiter du volume des Templiers, quoi.
Dans la petite interview qu'on avait eue juste avant les Templiers, c'était la crainte numéro 1 que tu faisais ressortir, c'était ça. Tu t'avais dit, j'espère juste que j'ai assez de volume pour tenir 80, parce que c'est long 80. Donc t'avais un petit peu cette inquiétude, et apparemment tu les avais quand même bien tenus. Et c'est vrai que quand tu as fait, je sais plus combien de temps tu as mis de course sur les Templiers, mais les volumes horaires, le temps de course est à peu près similaire entre la Saint-Élion et les Templiers, non? Plus court en Saint-Élion, ouais. Donc si tu avais encaissé les Templiers, normalement tu devais pouvoir, en termes de volume, faire la Saint-Élion. L'autre question, c'est comment tu travailles ton intensité? Comment tu répartis ça, par exemple, sur ta semaine? Est-ce que tu as un nombre de séances, ou est-ce que ça va vraiment dépendre des... Alors, je fais 2 séances intenses par semaine, des fois 3, mais c'est quand même assez rare. Après, ça dépend un peu des moments de l'année. Quand tu es en cycle de prépa, c'est plus des fractions assez courtes. Ouais, je fais rien de très long. Et puis, c'est assez classique, quoi. Et à l'approche des compétitions, ça se rapproche plus du seuil et du coup de choses plus longues, quoi. Après, moi, c'est pas hyper... j'ai pas vraiment d'allure à respecter ou quoi, c'est beaucoup aux sensations. Donc tes fractions intenses, par exemple, tu fais une séance d'intensité, tu vas te mettre dans une sensation, c'est difficile, c'est dur, et après tu redescends calme, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je sais pas, par exemple, tu fais en 2 fois, 12 fois 30-30, ou... après, des fois, c'est plus des 45-30, mais ouais, finalement, après, avec l'expérience, tu sais à peu près les allures que tu vas pouvoir faire sur ces séances-là. Au ressenti, tu sais ce qu'il faut faire. Et j'ai déjà un peu regardé mes allures en me disant, bon, justement, là-dessus, sur de la VMA courte, je devrais être à 30% de ma VMA, enfin, sur du plat. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis à peu près aux mêmes allures quand je cherche à respecter une allure que quand je le fais aux sensations. Finalement, à force, avec l'expérience, tu es plutôt aux bonnes allures, quoi. En tout cas, moi, je suis vraiment les athlètes que j'entraîne, je suis vraiment dans cette vague-là, moi, plutôt aux sensations. Ce qui compte, c'est ta sensation. D'une part, parce que c'est ennuyeux de regarder ta montre quand tu cours. Tu fais 45 au rupteur, t'as pas du tout envie de regarder ta montre pendant que tu fais ta fraction. Tu as envie de respirer et d'essayer de la tenir. Et en plus de ça, quand tu regardes un petit peu dans la littérature ce qui avait été montré, quand tu travailles à 100% de ta VMA, à 95 ou à 105, tu as les mêmes adaptations. Donc en fait, tu as une fenêtre autour, et que tu sois légèrement au-dessus, légèrement en dessous parce que tu es fatigué, légèrement au-dessus parce que tu es en forme ou parce qu'il y a du vent, enfin tu vois, il peut y avoir 50 explications. J'ai quand même une préférence à cette approche par sensation, donc ça confirme un peu ce que tu dis. Ouais, puis je pense que ça peut un peu mettre la pression des fois d'avoir trop d'allure. Bon, après en trail, quand tu fais des côtes, tu peux pas, de toute façon, tu es obligé de faire aux sensations. Enfin, tu pourrais faire au cardio, mais c'est quand même compliqué, surtout sur des fractions courtes, ça n'a pas de sens. Ouais, ou à l'allure ascensionnelle. Il y a des athlètes qui utilisent ça. Mais bon, suivant la pente. Et le terrain? Ouais, c'est pareil. Des fois, je regarde l'allure ascensionnelle par curiosité. Mais il faut la comparer sur exactement le même terrain, parce que sinon, tu peux pas savoir. Mais ouais, en fait, des fois, ça peut mettre la pression, je trouve, les allures. Tu peux te dire, ma séance, elle est ratée, alors que globalement, si ta séance, tu l'as faite à fond, c'est déjà une séance de fête, quoi. Faut pas se dire... pas se mettre la pression là-dessus. Les auditeurs vont avoir l'impression que je cite cet exemple à chaque épisode, mais j'ai entraîné un athlète qui courait à Nice et qui a été rentré dans une séance fractionnée sur la prom et qui m'avait dit j'étais pas à mes allures, ça allait pas. Et en fait, en discutant, il était en forme, mais en discutant, il avait du vent de face. Et en fait, du coup, comme tu dis, à la sensation, il était dans le rouge, il n'y a pas de souci. Mais par contre, à l'allure sur la montre, il était un peu plus lent parce qu'il avait le vent de face. Et en fait, comme tu dis, ça met la pression, donc tu te donnes encore plus, donc au final, tu risques de sortir de ta zone de travail, de trop te donner sur la séance, donc le lendemain, tu es fracassé, tu n'arrives pas à faire la deuxième séance, alors que ta sensation, elle t'indiquait tout va bien. Donc je trouve que fréquence cardiaque et sensation, c'est quand même les deux indicateurs qui sont souvent les plus fiables. Et la petite question que je me posais sur l'intensité, tu disais à peu près 2 séances par semaine. Quand tu faisais du plus court, quand tu travaillais le plus court, tu étais au même nombre d'intensité? T'es jamais monté plus haut? Si, peut-être que j'ai fait 3 séances, par exemple pour préparer des trucs très courts, genre France de course en montagne, mais c'est assez ponctuel, ça va être sur un mois, quoi. C'est pas 3 séances. Après, 3 séances, si je pouvais le faire, je le ferais. Après, ça dépend de ton organisation aussi dans ta semaine, quoi. Peut-être que, par exemple, quand je travaillais moins, là, pas du tout, même en septembre que j'étais en congé, je pouvais plus facilement rajouter une intensité dans la semaine parce que entre tes intenses, tu peux dormir, tu as le temps de manger et tout.
quand tu es au boulot, que tu fais ton intense le midi, que tu vas manger à l'arrache et qu'après tu vas bosser, ben, ta récup, elle n'est pas pareille. Et du coup, il vaut peut-être mieux enlever une intense et les 2 que tu fais, les faire correctement, qu'en mettre une de trop, quoi. Ouais, clairement. Je pense que ça, c'est un très bon message que tu viens de nous donner. En général, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Bon, tous les jours. Enfin, je sors tous les jours, ouais. T'as un jour off complet ou c'est vraiment 7 sur 7? En fait, normalement, oui, j'ai un jour off le lundi, mais je le fais pas complètement, quoi. Okay. Souvent, je vais courir avec mes collègues, du coup. On ne fera pas écouter ça à Philippe. Non, mais lui, il dit que ça n'a aucun impact de courir avec des gens qui courent doucement. Ok, donc c'est bon. C'est bon. Et l'autre question, et je pense que c'est le bon moment par rapport à la saison où on enregistre, est-ce que tu fais de l'entraînement croisé ou est-ce que tu es 100% à pied? Ouais, je fais de l'entraînement croisé. Je fais beaucoup de ski l'hiver. Rando? Ski de rando, ouais. Après, j'essaye de faire du vélo dans l'année, mais comme je suis un peu frileuse, faut toutes les conditions alignées, quoi. Et puis bon, finalement, je fais des randos du coup, avec mes enfants, et maintenant le plus grand, il commence à bien marcher. Et puis en portant l'autre, je pense que ça peut compter comme de l'entraînement aussi. Tu mentionnes quelque chose que je suis complètement désolé, mais j'ai oublié de le dire dès le début. En plus de ça, sur la personne que tu es maman de 2 petits garçons, si je dis pas de bêtises? Ouais, c'est ça. Donc ça, je pense que j'aurais dû le mentionner, je suis désolé, j'ai oublié. Sur l'entraînement croisé, il y a un sport que tu n'as pas mentionné, c'est le némésis de tous les coureurs, la muscu. Est-ce que toi, tu intègres renfo, muscu ou pas du tout? Alors ouais, j'en fais, mais je suis pas très rigoureuse là-dessus. Alors il y a des moments de l'année où j'arrive pendant 1 mois et demi, 2 mois à m'y tenir un petit peu. Et puis il y a des moments où j'en fais plus du tout. Mais je pense que ça apporte quand même pas mal. Et puis c'est surtout justement pendant ces moments où tu as moins de temps, ou peut-être tu as moins envie de sortir parce que tu es fatigué. Je pense que c'est un vrai complément. Ça apporte une bonne base. Ouais, je pense que c'est vraiment super utile. Après, faut réussir à le placer, quoi. Et du coup, ce sera plutôt renfo à la maison, au poids de corps, par exemple. Tu vas pas en salle? Je vais pas en salle, mais si je pouvais y aller, si j'arrivais à m'organiser, j'irais. Mais là, c'est juste par facilité que je fais plus au poids du corps, quoi. Toi, quand tu réalises une prépa, en tout cas chez certains athlètes, on retrouve des fois une espèce de routine, de gimmick, de pattern qui revient avant chaque course, des espèces de moments clés avant une prépa que les athlètes réalisent en disant bah, là j'ai les 2 semaines qui se ressemblent beaucoup et quasiment avant chaque course je réalise ces 2 semaines très similaires. Est-ce que tu as quelque chose comme ça dans ta planif ou est-ce que ça change à chaque fois? Ouais, moi ça change à chaque fois. Je pense que j'ai pas assez d'expérience et pas assez de courses références pour me dire faut que je fasse ça, je suis encore trop à tâtons. Après, globalement, la semaine d'avant, c'est cool. Bon, en gros, tu réduis de moitié ton volume. Bon, c'est assez classique. Mais après, là, j'ai remarqué, avant les Templiers et avant la Saint-Élion, le dimanche d'avant, à chaque fois, j'ai fait une grosse rando du coup avec les enfants. Donc j'ai fait 2 fois, ça a marché 2 fois, donc peut-être que je vais réitérer ça. Peut-être que c'est le secret des 80 km à peu près, c'est une rando le dimanche avant. Pour l'instant, on a beaucoup parlé de préparation physique et on n'a pas trop abordé la prépa mentale. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as intégré dans ton quotidien, à des moments particuliers où tu n'en as jamais eu besoin? J'ai pas de préparateur mental. Je pense pas en avoir besoin. Après, moi, j'ai quand même un long passé sportif et en kayak, on a eu des préparateurs mentaux. Alors, c'était aussi beaucoup pour la cohésion d'équipe, justement. Là. Mais je pense que ça peut être super utile. Et moi, je pense que c'est surtout dans la façon d'appréhender la compétition et tout ça. Des fois, moi je suis assez zen par rapport à la compète. Je me dis, je pense qu'il y a à apprendre. Je vais pas être stressée outre mesure pour une course. La Saint-Élion, ça m'a un peu stressée parce que j'avais peur d'être fatiguée après de passer une nuit blanche. Mais en soi, la course, elle va pas vraiment me stresser parce que je me dis, j'ai fait le taf, je l'ai fait comme j'ai pu. Ça me fait plaisir de me préparer. Donc au pire, si je me rate, c'est pas perdu, quoi. J'aime bien passer du temps dehors. Des fois, j'ai l'impression que même pas forcément à haut niveau, à tous les niveaux, il y en a qui se stressent et qui se mettent des rigueurs trop fortes à l'entraînement, qui sont pas assez détendus par rapport à ça.
Et je pense qu'il faut pas trop stresser. Il faut se dire, le sport, c'est un truc en plus. Finalement, ça nous fait du bien. Et il faut pas se mettre une pression de fou pour un résultat qu'on attend ou que les autres attendent de soi. Parce que des fois, une fois qu'on se met à être un peu plus exposé médiatiquement, bah, les autres peuvent attendre quelque chose de nous. Et ça, je pense qu'il faut se détacher de ça pour arriver, en fait, faire les choses pour soi et pas se dire qu'on les fait pour les autres, quoi. C'est un beau message. Et un message que j'essaye de transmettre à des athlètes, des fois, avec qui j'échange sur le stress d'avant-compétition, c'est de toute façon, ça apportera rien, ce stress. C'est-à-dire que se focaliser, s'activer en disant « bon, faut que ça passe, j'espère que ça va bien passer », être stressé pour la course, en fait, ça va rien changer, ça va pas améliorer tes perfs, ça va pas améliorer tout ce qui t'aide à performer. Donc en fait, il vaut mieux, au contraire, qu'il vaut mieux vraiment travailler à le mettre de côté. C'est pas quelque chose qui facilite la performance, le stress et ce genre d'activation, au contraire. Donc il faut réussir à se dire vraiment, enfin, je sais, c'est super facile à dire et à vivre quand t'es stressé, c'est pas facile. Mais c'est de se dire ce truc-là, ok, je le vis, mais il est pas utile, il me sert vraiment pas et il faut que je le mette de côté parce que il me nuit. En fait, je suis d'accord et je trouve qu'il y a plein de choses sur lesquelles il faut se détacher. Par exemple, le sommeil. Je pense que, bon, bien sûr, il faut essayer de se reposer la semaine d'avant, mais il faut quand même se détacher. Faut pas compter, faut pas se dire ah ouais, mais là j'aurais dû dormir tant d'heures finalement. Ça, c'est des trucs, ça fait du stress et c'est pas bon. Enfin, ça apporte rien. Moi, la semaine d'avant les Templiers, si j'avais compté mes heures de sommeil, je serais arrivée en me disant je vais être épuisée, j'ai pas assez dormi, quoi. Enfin, parce que ça faisait déjà 3-4 nuits que je dormais mal. Anselme, le petit, il s'est réveillé à 2h du matin le jour des Templiers. Donc c'est des trucs et finalement, je me rends compte maintenant, avant j'y aurais fait vraiment attention et ça m'aurait stressée. Et là je me suis dit, bon bah, de toute façon, faut y aller, quoi, c'est comme ça. Et est-ce que ça va changer quelque chose? Sûrement pas. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment s'en détacher. Après, il y a un autre truc, je sais pas si ça a joué ou pas, mais bah, finalement, d'avoir des enfants, bon, tu vis l'accouchement. L'accouchement, faut gérer une douleur qui est quand même difficilement supportable au bout d'un moment. Et ça, moi, ça m'a appris que des fois, le temps, faut l'oublier, faut arrêter de regarder le temps. Faut te dire, bon, quoi que je fasse, finalement, ce que je suis en train de faire, ça me fait avancer. Ça sert à rien de me dire, j'avance pas vite ou vite, parce que ça se trouve là, pendant une demi-heure, j'avance pas, et puis après, je vais avancer super vite pendant 1 heure. Donc en fait, il faut faire ton max sur le moment. Et juste te dire ce que je fais, c'est utile. Et déjà, ça enlève vachement de difficultés de te dire que ce que tu es en train de faire, ça fait avancer les choses, quoi. C'est une approche très pleine conscience. Ce qui se passe, ma vitesse, ça sert à rien de la regarder. Ce qui compte, c'est là de suite, qu'est-ce que je fais? J'avance et au final, je suis pas trop mal. Donc, c'est bien, c'est utile et je verrai plus tard la suite. J'y suis pas plus tard, donc ça sert à rien que j'y pense. Ouais, c'est ça. Se concentrer en fait sur ce sur quoi on a la main, quoi, sur ce qu'on sait faire, bien s'alimenter, continuer d'avancer, bien boire. Ok, ouais, ça aussi c'est un beau message, je pense. Comment t'approches toi ta récupération? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu suis en particulier? Est-ce que tu mets en place certaines stratégies de récupération pour l'améliorer ou pas ou... Bon, la récupération, ouais, je dirais c'est beaucoup le sommeil. Le sommeil, c'est important. Qu'est-ce qui peut empêcher de récupérer? Ça va être de mal dormir, d'être stressé. Et puis l'alimentation, c'est important. Après, je pense qu'il n'y a pas de vérité sur l'alimentation. Bon, après, si, la vérité, c'est que si on mange que des tartines au Nutella, ça va peut-être pas bien se passer. Mais ouais, je pense qu'il n'y a pas non plus de régime hyper strict à adopter du moment qu'on mange un peu de tout. Enfin, je dirais qu'avant de commencer à compter des choses sur le nombre de glucides, de protéines qu'on mange en récup, il faut déjà manger de tout. Et puis après, peut-être pour aller encore un cran au-dessus, on peut s'y intéresser. Mais... J'ai le sentiment que la réponse va être non, mais je voulais quand même te la poser. Tu utilises des choses comme par exemple ta HRV, ta fréquence cardiaque de repos pour suivre un peu ça, ta forme, comment elle évolue, ou c'est pas des indicateurs qui t'intéressent? Si, je pourrais les regarder en fait, je pense que j'y attacherais pas une importance incroyable, mais ça m'intéresserait juste par curiosité de les... Mais non, mais c'est pas, je sais pas, c'est parce que je me suis jamais équipée pour les mesurer ou pris le temps de le faire, mais ouais, ça pourrait m'intéresser quand même. Mais non, je mesure rien du tout pour le moment.
J'avais une autre question parce que en fait, tu travailles et ça, tous les athlètes de haut niveau ne travaillent pas forcément ou pas forcément à 100%. Toi, si j'ai bien compris, tu es à 100% sur ton poste? Je suis à 80%. À 80%. Comment est-ce que tu arrives à équilibrer justement cette vie perso, pro et sportive? Parce que tu es maman, tu travailles, tu es sportif de haut niveau. Sur tous les plans, tu es haute en sollicitation, on va dire. Comment est-ce que tu as trouvé des méthodes qui t'ont aidé à trouver cet équilibre? Les méthodes, déjà, c'est de fonctionner avec les autres, quoi. Mon mari, il fait beaucoup de choses aussi. Je ne suis pas toute seule. Les enfants, je m'en occupe pas toute seule. Même avec les amis, la famille. Déjà, tout ce soutien, il aide beaucoup. Des fois, le soutien, il faut aussi accepter de le demander un peu ou de le prendre, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses... Des fois, nous, ça nous met sous l'eau, alors que, je sais pas, ça se trouve, il y a un pote, il serait content de garder nos enfants 2 heures. Et toi, ça te met sous l'eau de te dire, faut que je m'en occupe, faut que je fasse ça. Et des fois, de décharger un peu, c'est bien. Après, oui, c'est vrai que, on dirait que je fais plein de choses. Enfin, je fais tout, mais bon, il y a des endroits dans ma vie où c'est quand même un peu le bordel, hein. Ma maison, elle n'est pas forcément très bien rangée. La vaisselle, elle n'est pas tout le temps faite. Voilà. Bon, quand on revient d'une Saint-Élion, c'est pas très grave. Ce sera toléré pour cette fois. Une autre question que je voulais te poser, c'est parce qu'on n'en parle pas assez, à mon sens. En fait, les podcasts, etc., ils n'en parlent pas beaucoup. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez par rapport aux évidences scientifiques et surtout par rapport aux différences interindividuelles qui existent avec des personnes qui vont bien le vivre et des personnes qui vont moins bien le vivre. C'est l'adaptation de l'entraînement au cycle menstruel. Et j'aurais voulu te poser la question, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu prends en compte dans ton entraînement, dans ta charge, dans la répartition de tes charges, dans le positionnement de tes récupérations, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui va influer ton entraînement? Moi, ça influe... en tout cas, je programme pas mon entraînement par rapport à ça. Mais peut-être qu'indirectement, c'est quand même adapté parce que vu que, je sais pas, si un jour je suis crevée et que j'ai une sortie longue, je vais pas la faire aujourd'hui, je vais la faire peut-être dans 2 jours ou dans 3 jours. Donc, sûrement qu'indirectement, je l'adapte. Après, c'est pareil, j'ai déjà lu un peu des trucs là-dessus, mais c'est pas hyper simple quand même d'adapter en fait son entraînement à ces cycles parce qu'il y a tellement d'autres contraintes qui rentrent en jeu, le fait de travailler, d'avoir des enfants. Donc si ta semaine elle est linéaire et que tu peux placer tes entraînements n'importe quand, ça peut faire, mais sinon c'est quand même dur niveau organisation d'adapter. Et puis j'avais lu un papier, parce que je m'étais intéressé à cette question pour une athlète que j'entraîne, qui avait un besoin d'adaptation de l'entraînement par rapport au cycle. Et en fait, dans une étude, je me souviens plus du nom des auteurs, mais ils mettaient en avant qu'il y avait 2 gros profils, des personnes qui avaient, des femmes qui avaient des symptômes désagréables, surtout avant et pendant, en fait, tout allait bien, pendant le cycle, tout allait bien et aucun problème pour l'entraînement. Et un autre profil, c'était des femmes qui étaient très gênées pendant et avant ou après, plutôt avant, aucun problème. Et ça, je pense que ça rajoute en fait du bruit de comprendre le, entre guillemets, profil de personne que tu as en face de toi et savoir quel moment va vraiment te gêner. Bon, la personne le sait très bien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que, en tout cas, moi, j'avais un peu lu là-dessus et je trouve que c'est pas assez creusé. Ouais, c'est vrai que après, si c'est régulier et qu'on peut le prévoir, ça peut toujours être bien de te dire, ces 3 jours-là, je les barre parce qu'il y a de grandes chances que je sois capoute et ça sert à rien de me mettre... Avant qu'on passe dans une petite partie de la section entraînement que je voulais discuter avec toi, je me posais une question et je la pose à tout le monde à cause de mon parcours, je pense. Est-ce que toi, tu accordes une importance à la science dans ton entraînement? Et quand je pose cette question, je la pose toujours avec 2 idées en tête. Ça peut être autant la science de manière très, un peu brute. En plus de ça, tu as fait un doctorat, c'est-à-dire que toi, des articles scientifiques, ça te fait pas trop peur, tu pourrais aller chercher de l'info, etc. Donc est-ce que ça t'intéresse? Ou alors la science un peu plus gentille, ne serait-ce que suivre tes datas, suivre tes allures, comme tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que toi, t'accordes une importance à tout ça ou est-ce que c'est quelque chose dont tu te détaches complètement? J'y accorde une importance, ouais. Je pense que mon entraînement, il a quand même... après, c'est Philippe, au niveau fractionné et tout, c'est Philippe qui me donne les choses à faire. Il a quand même une certaine cohérence. Je vais chercher quand même certaines intensités de fréquence cardiaque. C'est sûr que si tu
Si tu montes jamais proche de tes fréquences max, ça va être compliqué. Ça, c'est des choses, je pense, c'est important. Si, je me suis pas mal intéressée aussi pour mes grossesses à la science. J'ai beaucoup cherché des articles scientifiques sur le sport et la grossesse. J'ai lu pas mal de choses un peu pour aussi me rassurer parce que finalement, en France, oui, si tu fais du sport quand tu es enceinte, tu as plus des gens qui vont te dire arrête-toi plutôt que des gens qui disent ça va bien se passer. Donc j'ai cherché pas mal d'infos là-dessus pour me rassurer, pour me dire bah oui, c'est faisable et je vais pas faire de bêtises à le faire, quoi. Donc ça, j'ai cherché pas mal de choses. Il y a beaucoup d'articles plus au Canada et aux États-Unis de recherches qui ont été faits là-dessus. Après, je lis des choses, mais c'est vrai qu'après, je suis pas non plus à aller chercher très très loin dans l'entraînement pour les appliquer. Parce que je pense que des fois... je pense que c'est un peu beaucoup comme ça dans le monde d'aujourd'hui, avec tous les appareils qu'on a pour mesurer, on veut tout chiffrer, mais plus de 5, ouais, je dirais plus de la moitié, et même, enfin, en tout cas, c'est un pilier de la performance, c'est le bien-être que tu as dans ta tête. Et du coup, je pense que des fois, il faut se détacher un peu des chiffres et faire ce qu'on aime faire, quoi. En fait, tu as beau faire des entraînements sur le papier qui devraient t'amener à tel niveau de performance. Si le jour de la course, tu n'as pas le bon état d'esprit, si dans ta vie, c'est le bazar au niveau du boulot, au niveau de ta famille, ben, il y a peu de chances que tu performes. Et du coup, des fois, ben, par exemple, pour l'entraînement, je sais pas, bon, après, moi, j'ai des enfants, chacun a ses contraintes, mais je sais que des fois, il vaut peut-être mieux que j'enlève un entraînement, mais que par contre, je sais pas, le samedi, je m'occupe de mes enfants ou justement le dimanche, j'aille faire une rando avec eux puis je passe un bon moment. Plutôt que d'aller le faire et d'avoir l'impression d'empiéter, de prendre du temps à tout le monde, à mes enfants, à mon mari ou quoi que ce soit. Et derrière, t'es pas bien et finalement, t'es moins performant. Et ça, c'est pas chiffré. Ton état psychique, ça chiffre pas l'influence sur tes performances alors que ça a une influence énorme, quoi. Chercher l'équilibre, quoi. C'est un peu ça que tu... Ouais, c'est ça. Et du coup, tu m'as fait la transition toute seule. Je te remercie pour cette sous-partie de l'entraînement que je voulais aborder avec toi, que j'avais appelé entraînement et grossesse, puisque en fait, récemment, tu as accouché début juillet, si je dis pas de bêtises, de ton deuxième petit. Oui. Et tu es revenu à la compétition mi-août. Et ensuite, tu as enchaîné 3 victoires, dont 2 sur des courses avec un plateau plutôt relevé. En tout cas, les Templiers, il y avait un sacré plateau. Et la Saint-Élion, je pense qu'elle n'était pas non plus, c'était pas non plus une petite compétition. Donc, ça peut paraître comme un délai court. Et du coup, ça me laisse entendre, moi, que tu as quand même... C'est pas un hasard. Tu as dû mettre en place certaines choses en termes d'entraînement pendant, juste après ton accouchement, qui t'ont permis de retrouver ce haut niveau rapidement, ton niveau d'avant rapidement. Et je voulais aborder ces questions-là avec toi. Et je te propose de commencer par, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment tu t'es entraîné pendant ta grossesse et comment tu as adapté, peut-être petit à petit, au fur et à mesure que les mois avançaient? Pendant ma grossesse, les premiers mois, je dirais peut-être les 2-3 premiers... Enfin, bon, à la fin du premier mois de grossesse, bon, c'est le moment où tu ne sais pas encore vraiment, mais déjà j'ai fait les Golden sur 5 jours. Donc bon, là, j'étais encore dans la dynamique vrai entraînement. Après, bon, j'ai eu une petite coupure, mais après, j'ai un peu repris l'entraînement, je dirais, jusqu'à 3-4 mois, avec quand même un peu des intenses. Alors bon, c'est les intenses que tu peux faire à ce moment-là. C'est vrai que c'est des moments où tu es peut-être un peu plus fatigué et tout, mais j'ai pas fait moins d'intensité, peut-être monter un peu moins haut, mais j'ai continué à faire un peu au même rythme, quoi. Et puis bon, après, petit à petit, sur les intensités, tu baisses. En tout cas, tu montes moins haut en intensité, même si des fois, je faisais quand même... je forçais un peu plus, quoi. C'est pas toujours un petit footing. Et après, en volume, j'ai toujours fait autant, voire plus à la fin, parce que bon, à la fin, tu es en congé maternité. J'ai fait beaucoup de ski, parce que le ski, ça passait hyper bien, du ski de rando. Ça passait hyper bien pendant ma grossesse. D'ailleurs, j'ai fait des sorties de 3000 mètres, une sortie de 3000 mètres de dénivelé à 7 mois de grossesse. C'était trop marrant, parce que j'étais avec des copains qui osaient jamais dire bon allez on rentre, parce qu'ils se disaient bon il y a une femme enceinte qui dit qu'on va là, donc on va y aller, on va la suivre, sinon t'as instauré une petite pression psychologique. Ça, la pression, personne ne pouvait lâcher, quoi, cette sortie. Mais non, mais sinon jusqu'à la fin, ouais, j'ai continué. Alors à la fin, c'était
beaucoup de rando. Des fois, je trottinais à peine en montée. Je courais plus en descente, plus à plat. Mais j'ai continué à faire du sport. Et même en rando, je me disais, à la fin de ma grossesse, je me disais, je suis pas fatiguée en fait. Je me disais, c'est fou quoi. Là, j'ai fait 1000 mètres de dénivelé. J'ai pas du tout les jambes fatiguées alors que j'ai 10 kilos de trop. Donc je me doutais qu'après, ça allait peut-être. J'allais peut-être être en forme. Alors, je me pose cette question parce que j'avais écouté un podcast sur Anise Rousset et j'ai interviewé Adrien Séguré il n'y a pas très longtemps. Les deux, ils avaient parlé de ça, que Anise avait beaucoup travaillé pendant sa période de grossesse de la base aérobie avec des sorties plus cool, mais du coup dans la base aérobie, et que cet entraînement-là l'a fait transitionner vers de l'ultra et du long. Ouais. Et toi, là, avant ta grossesse, j'ai l'impression que tu faisais des formats courts. Et là, tu reviens et tu as fait 2 fois 80 km, qui n'était pas, j'ai l'impression, ton format de prédilection. Est-ce qu'il y a un point commun entre ces deux parcours-là? Tu as fait plus de base aérobie et tu fais peut-être 80, ou c'est un complet hasard C'est peut-être un peu un hasard quand même, parce que ça correspondait aux 2 courses relevées de fin de saison. Après, moi, c'est vrai que j'ai fait qu'un seul 80 km, mais c'était une distance que j'avais un peu envie de tester. Mais en reprise de grossesse, bon, ça paraît pas, mais oui, en soi, c'est quand même plus facile pendant ta grossesse de faire à la fin de la basse intensité, mais longtemps, que d'aller essayer de courir vite. Tu peux pas courir vite. Et du coup, c'est vrai que et même en reprise, c'est plus facile. Enfin, je dis pas que je courais au tout début, tu cours pas très longtemps, ou tu fais pas ou je faisais du vélo aussi, mais c'est pas forcément très long, mais en tout cas, tu peux pas monter en intensité tout de suite après un accouchement. Donc, ouais, finalement, c'est pas si mal de faire des longues distances parce que t'as pas besoin de courir trop vite, quoi. C'était la deuxième question que je voulais te poser là-dedans. Est-ce que toi, sur ta phase de reprise, t'as mis en place des choses particulières, t'as adopté certaines stratégies qui t'ont permis d'accélérer ce retour à la compétition, que peut-être des auditrices pourraient se dire ah bah c'est peut-être une bonne approche, on va dire, de la reprise qui pourrait m'aider à revenir à mon niveau? Je pense qu'il faut beaucoup s'écouter, mais par contre ne pas rien faire. Et je dirais qu'il faut essayer de faire le max que tu peux faire le jour même. Moi au début, le max que je pouvais faire, je sais pas, 2 jours après l'accouchement, c'était marcher 1 kilomètre, mais je l'ai fait d'aller marcher 1 kilomètre ou même 500 mètres, hein, peu importe. Mais finalement, enfin le max sans non plus finir complètement KO, mais je pense que ce qu'il faut, c'est pas forcément attendre les délais chiffrés qu'on te donne, parce que finalement chaque femme récupère différemment. Alors les 6 semaines qu'on te dit qu'il faut attendre, si ça se trouve, il y en a une... au bout de 2 semaines, elle se sentira de courir 5 minutes. Et ça se trouve, il y en a une, au bout de 3 mois, elle ne s'en sentira pas. Et ça, je pense qu'il faut arrêter les chiffres. C'est des moyennes, en fait. Et une moyenne, elle est différente pour... Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui va être largement en dessous et quelqu'un qui va être largement au-dessus. Et du coup, moi, ce qui m'a aidé, c'est justement... Après, j'avais aussi l'expérience du premier où je savais que je pouvais peut-être reprendre un peu plus tôt. Et en fait, je m'étais fiée à des sensations, et j'avais trouvé ça sur la clinique du coureur, un peu des sensations auxquelles il fallait faire attention pendant ta reprise après l'accouchement. Et du coup, j'ai repris... moi, j'ai couru 1 semaine après avoir accouché, je suis allée courir. Mais j'ai couru 5 fois 1 minute de course à pied, 1 minute de marche. Enfin, bon... Ça, on t'en parle un an avant, t'es là, c'est pas aller courir. Mais finalement, en fait, de faire ça, ouais, tu fais ça, la fois d'après, tu fais 5 fois 2 minutes, et puis en fait, t'es super vite à courir 1 demi-heure, 3/4 d'heure, finalement. Et ça, c'est des trucs, tout en se fiant à tes sensations, en faisant attention à pas avoir de signaux d'alerte. Et ça m'a beaucoup aidé, ces écoutes de sensations. Donc, encore une fois, on en revient sur l'importance des sensations pendant la reprise. Ouais, les chiffres, ça aide toujours un petit peu, ça donne une base, mais après, il faut savoir aussi adapter à chacun, quoi. Je pense qu'il est super important et qui peut beaucoup aider dans le fait de s'entraîner pendant sa grossesse et de reprendre relativement tôt, c'est aussi le soutien de ton entourage, parce que bon, quand on court enceinte ou qu'on reprend un peu tôt, on va forcément avoir des remarques assez négatives de pas mal de personnes. Moi, il y a des moments, quand j'étais enceinte, je me disais, je vais aller courir à un endroit où je croiserai personne pour être tranquille, parce que j'ai pas envie de prendre de remarques. Et du coup,
Ça, déjà, je trouve faut être sûr de ce qu'on... Enfin, faut être sûr. Faut garder le caractère et se dire, bah, ok, je le fais pour moi. Et, enfin, maintenant, c'est à moins d'avoir, bien sûr, des complications, mais c'est possible et il faut pas perdre face, je trouve, par rapport à ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que dans mon entourage, il n'y a personne qui m'a freiné là-dedans. Enfin, ils m'ont tous suivi en mode, bah, ok, tu vas aller courir, ben, je viens avec toi. Et personne ne m'a jamais dit, bon là, il faudrait que tu te calmes parce que tu as 8 mois de grossesse, reste assise, va dormir. Donc ça m'a beaucoup aidé. En fait, ils étaient quand même bienveillants parce que forcément, tu es plus fatiguée enceinte pour me reposer. Mais par contre, ils ne me freinaient pas dans mes activités que j'avais envie de faire et qu'en plus, ça me faisait du bien quoi, d'y aller. Ouais, parce qu'il y a ça aussi, ça te fait du bien. C'est que ça, au mental, en plus pour une sportive comme toi qui avait une dose d'entraînement énorme avant, si tu passes à 0, tu restes dans le canapé, tu fais rien parce qu'on te le dit, tu vas, enfin, vraiment, au niveau mental, tu... Puis justement, dans les papiers que j'avais lus, globalement, une femme qui continue à faire son sport a moins de chances de complications qu'une femme qui fait rien du tout. Donc finalement, t'as plus de chances en faisant rien d'avoir des problèmes qu'en faisant quelque chose. Donc finalement, autant faire quelque chose. Bon, ça demande de faire quelque chose, mais je veux dire, finalement, on prend pas plus de risques déjà à faire ça. Et donc, faut se faire confiance et il faut pas être intimidé un peu par les remarques ou le regard des autres parce que c'est quelque chose qui est assez récent. En fait, les femmes qui vont peut-être faire du sport et il faut porter le truc en fait parce que plus il va y en avoir, mieux ça va être vu. Déjà, j'ai l'impression que entre mon premier enfant il y a 5 ans et maintenant, déjà j'ai l'impression que c'est déjà mieux vu, mieux accepté. Parce que dans le trail ou dans le sport, il y a eu plein de femmes qui en fait sont revenues à du très haut niveau après un bébé, quoi. Et les exemples, ils sont nombreux, mais ils sont quand même assez récents. Et c'est ça qui fait que ça change, mais il faut continuer de faire changer les choses, quoi. Je pense que un bon exemple là qu'on disait, c'en est un parmi tant d'autres, mais tu vois Anise, qui c'était pas très longtemps après son Marie Dorin-Habert en ski de fond. Ouais, à fond. Vraiment, il y a beaucoup d'exemples. Et je pense qu'il y a un point que tu soulèves qui est totalement vrai, c'est que en fait, c'est énormément des croyances qui amènent les gens à dire tu devrais pas courir parce que tu es enceinte, parce que tu es à 6 mois, parce que tu es à 4 mois. C'est vraiment de la croyance qui n'est pas justifiée, qui n'est pas avérée. Les évidences scientifiques vont plutôt à l'inverse. Donc c'est vraiment un poids de croyance sociale, c'est du stéréotype et en fait ça n'a pas sa place par rapport aux évidences scientifiques. Donc c'est important, je pense, que tu soulèves. Ouais, puis je pense que c'est un peu, c'est peut-être une remarque un peu féministe, mais je pense que en fait la société elle a peut-être pas assez l'habitude que les femmes elles fassent beaucoup de sport, de loisirs et tout ça. Et finalement c'est peut-être un genre de biais qui dit non mais reste à faire ce que tu dois faire et arrête d'empiéter sur notre terrain, quoi. Eh ben, Julie, je te remercie. On a fait le tour sur la partie sur l'entraînement. On va passer à la dernière partie de cet épisode qui concerne ta Saint-Élion et ton grand raid des Templiers, ton grand trail des Templiers, où j'avais quelques questions à te poser dessus. Mais avant, je suis désolé, mais tu ne couperas pas. Tu vas devoir passer par le jeu du tu préfères que je propose à toutes les personnes que j'interviewe. Est-ce que tu connais le jeu du tu préfères ? Ouais. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, 2 choix absolument impossibles à choisir et tu n'as malheureusement aucune autre option que de choisir entre ces deux possibilités. On t'en a préparé 4 avec les personnes qui suivent les réseaux de Courir Mieux. Il y en a 4, du plus simple au plus compliqué. Donc je te propose, le but c'est que tu trouves la réponse, que tu donnes la réponse la plus spontanée possible. Okay. Donc je commence de suite. Qu'est-ce que tu préfères ? On commence facile. À l'avenir, tu cours plus que des 20 km en compétition ou plus que des 80 km en compétition ? 80 km. Nouveau format de prédilection, on va dire ? Enfin, de préférence ? Ouais. On te reverra encore sur des Golden Trail, tu penses ? Peut-être, j'aime bien quand même le cours. Mais... Qu'est-ce que tu préfères ? Celui-là renvoie à ton passé de kayak polo. Qu'est-ce que tu préfères ? Jouer un match de kayak polo avec des gants de boxe aux mains ou courir un trail mais avec des tongs ? Courir un trail avec des tongs, je pense. Ok, ça risque d'être compliqué quand même. Ouais. Je te pose la même question qu'à Adrien Séguré. Celle-là, je l'ai récupérée de l'interview précédente parce que vous avez tous les deux eu un petit il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que tu préfères ? À l'avenir, sur tes courses, ton alimentation, c'est uniquement des petits pots pour bébé ? Ou à l'avenir, sur tes courses, ta boisson, c'est de la poudre pour biberon ? Des petits pots pour bébé. Et la dernière, celle-là, elle est adressée à Dr Roux.
Qu'est-ce que tu préfères? Réécrire ta thèse, mais en courant sur un tapis de course, ou refaire ta soutenance de thèse, mais en courant sur un tapis? Peut-être la soutenance en courant sur un tapis. Ce serait peut-être moins stressant. Ouais, c'est un peu long par contre d'une traite, parce que ça dure quand même 3 heures, 3-4 heures. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai. ça fait comme une bonne sortie. Ça fait une bonne sortie longue. Mais ok, très bien. Bah, je te remercie de t'être prêté à ce petit jeu. Je te propose maintenant qu'on passe à la dernière partie de l'épisode qui va être consacrée à ta prépa pour les Templiers et la Saint-Élion. Alors, je les ai rassemblés parce que j'ai l'impression sur le papier, en tout cas, qu'il y a quand même quelques similitudes entre les Templiers et la Saint-Élion, mais je peux me tromper, c'est peut-être dans tes réponses qui vont montrer que j'avais tort. Est-ce que toi, dans ta préparation de ces courses, tu as trouvé une similitude dans l'entraînement que tu as réalisé pour? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de points communs? Ou au contraire, est-ce que tu les as vraiment approchés comme deux courses très différentes? Non, je les ai approchés très différemment. Les Templiers, c'est quand même une course que j'ai envie de gagner depuis très longtemps. Enfin, très longtemps, non, bon, j'exagère parce que ça fait pas très longtemps que je fais du trail. Mais... Depuis ta 3e place? Ouais, même depuis un peu avant. Je dirais depuis 2019-2020, je me disais, les Templiers, j'ai envie de les gagner. Du coup, c'est vraiment une course où j'avais le cœur d'y aller depuis un bout de temps. J'étais vraiment motivée. Et là, le fait que les deux soient enchaînés, finalement, dans la prépa Saint-Élion, j'ai adapté. En fait, j'avais déjà le volume, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour être bien sur la Saint-Élion. Mais disons que on ne peut pas dire que j'ai fait la même prépa parce que le mois d'avant les Templiers et d'avant la Saint-Élion, il n'avait rien à voir, quoi. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples des grandes différences en fait, que tu sembles souligner là entre les deux? Les Templiers, déjà, c'est quand même un petit peu plus long, donc ça nécessite un volume un peu plus gros. Il y a plus de dénivelé aussi. Il y a plus de dénivelé, c'est beaucoup plus cassant. On peut marcher un peu aux Templiers, enfin, chez les filles, on peut marcher, les gars, ils marchent pas beaucoup, mais du coup, c'est des trucs qui changent beaucoup ta prépa parce que, par exemple, une rando avec ton petit sur le dos pour les Templiers, c'est utile. Pour la Saint-Élion, bon, ça fait toujours un peu de sport, un peu de volume, mais ça va pas être hyper utile. Pour la Saint-Élion, si tu as 2 heures devant toi, vaut mieux aller courir que d'aller faire une rando. Alors que les Templiers, suivant ce que tu as déjà fait dans la semaine, ça peut peut-être être pas mal de marcher un peu et tout ça. Okay. Donc pour la Saint-Élion, j'ai fait beaucoup de courses à pied et de courses à pied où il faut courir, quoi. Enfin, faut pas être à 8 km/h, faut courir. Ouais. Et sur plutôt des terrains, je dirais, faciles et un peu du bitume pour s'habituer au niveau mécanique aussi. C'est une question que j'avais pas prévue mais qui est un peu toute bête. T'as couru avec quoi comme chaussures sur la Saint-Élion? T'es parti en chaussures de trail ou au final t'as fait le choix? Ouais, en fait je suis partie en Genesis parce que en fait pendant toute ma grossesse j'ai couru avec les Genesis et j'avais pas vraiment eu le temps de tester d'autres chaussures et j'avais pas envie de prendre le risque d'avoir des ampoules ou de courir avec des chaussures que je connaissais mal parce que bon, courir 1 heure avec des chaussures ça va, mais après savoir si. Du coup, les Genesis, je les ai pris parce qu'elles sont hyper polyvalentes et j'étais sûre que ça passerait. Mais là, avec du recul, je me dis j'aurais peut-être pu tenter des chaussures de route parce qu'à la fin, c'est quand même ça tape, quoi. Et c'est vrai qu'en chaussures de trail, tu te dis bon, j'aurais bien des trucs avec plus d'amorti. Bah, l'an dernier, Andrew Simon, il avait gagné avec une paire de routes du début à la fin. Ouais, Thomas aussi. Ah ouais? Ouais, je pense que la paire de routes, ça passe bien. Mais... Il y a quand même une particularité sur la Saint-Élion, c'est que tu as une nuit dehors. C'est vraiment full nuit. Hein. Le départ est vers 23h30 et l'arrivée, elle est dans la nuit. Alors que les Templiers, c'est quand même 2 journées. Comment tu as géré, toi, la nuit? Est-ce que tu t'es entraîné à courir la nuit? Est-ce que tu as intégré de la caféine, par exemple, pour t'aider à maintenir la perf la nuit ou pas? Alors, je me suis entraînée. J'ai pas mal couru de nuit, mais de nuit à 17h30, quoi. Donc, c'est pas la nuit. Disons que t'as pas la fatigue non plus. Bon, déjà, finalement, c'était assez pratique d'aller courir de nuit parce que au niveau orga, c'est ta fin de journée, tu as un peu de temps. Et puis c'était surtout pour m'habituer à la frontale. Après, peut-être que du coup, vu que j'ai un enfant qui est tout petit et qui dort pas encore hyper bien la nuit, je me suis pas dit que j'allais aller courir la nuit parce que je me suis dit bon, déjà je vais essayer d'optimiser le sommeil, je vais pas faire ça. Mais peut-être que s'il dormait bien, j'aurais peut-être tenté un petit peu, peut-être des trucs à 5h du matin ou quoi, mais là je l'ai pas fait.
Après, déjà, de courir et de s'adapter au moins à la frontale, c'est pas mal. Et caféine ou pas, du coup? Caféine, alors, moi, j'avais des gels caféinés pendant la Saint-Élion. Mais est-ce que ça me fait quelque chose? Je suis pas sûre parce que je bois déjà beaucoup de café dans la journée et ça me fait pas grand-chose. Je peux boire un café le soir, moi, ça va pas m'empêcher de dormir. Donc, je suis pas sûre que ça va changer quelque chose pour moi. En tout cas, ça apparaît souvent comme la stratégie de gestion de la nuit, hein, prendre de la caféine, puisque ça aide un peu. Donc, je voulais te poser cette question. Il y a quelque chose qui m'a... Dans les 2 courses que tu as réalisées, sur les Templiers et sur la Saint-Élion, tu as été en tête, du début à la fin. La course des Templiers, tu as été première au coude à coude avec une concurrente jusqu'à, si je ne me trompe pas, jusqu'à Pierrefiche, autour du kilomètre 50, puis tu t'es détaché sur les 30 derniers kilomètres, 32 derniers kilomètres. Ouais. Et la Saint-Élion, t'es première depuis le premier kilomètre BV Sport, là à la fin tu pointes première et il n'y a pas un seul ravito où tu pointes pas première. Donc en fait, tu as un peu fait ces 2 courses, entre guillemets, seule en tête. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que toi tu l'as bien vécu? Est-ce que c'est quelque chose qui te gêne de manière générale ou pas? Pour les Templiers, c'était pas hyper prévu. Après, au tout début, peut-être après, du coup, on a pointé un peu plus loin, mais je pense que les 45 premières minutes de course, j'étais pas devant et j'étais même peut-être vers les 5-6e places. Bon, après, il y avait très peu d'écart, donc j'ai rattrapé du monde et puis en passant à Perlot. Mais on n'était pas première, il y avait l'Espagnol devant nous, je crois. Bon, elle n'était pas du tout loin devant nous, hein, mais on n'était pas encore première. Non, au Templier, je m'étais dit que je partais prudemment. Et puis de toute façon, au Templier, si on part trop vite, c'est vraiment un peu partir au casse-pipe, quoi. Faut vraiment être sûr que c'est ton allure si tu pars devant pour tenir. Après, moi, au Templier, je n'avais pas de recul sur est-ce que j'allais tenir 80 km. Donc, après... J'ai quand même plus ou moins été sage au Templier parce que je me sentais quand même vraiment bien. Et je me suis dit, attends que 50 km passent avant d'accélérer parce que si c'est pour se cramer et être dans le mal les 30 derniers kilomètres, ça va être terrible. Donc j'ai quand même je me suis un peu régulée là-dessus. Après la Saint-Élion, déjà, vu que tout le monde est à la tête sous un bœuf, sous un bonnet et tout, tu as du mal déjà à voir où sont les filles. Et vu le monde qu'il y a au départ, et c'est la nuit. Donc je savais même pas, au tout début, je me demandais s'il y avait des filles devant ou pas. Bon, après, tu le sais vite en passant au premier ravito et tout ça. Mais après, j'avais quand même, à la Saint-Élion, j'avais un peu le statut de favorite et je suis partie devant et j'avais confiance. Je me disais que c'était possible de partir devant et de tenir devant, quoi. Parce que les 2 filles qui couraient, c'est pas Marilyn et Marie, c'est pas des filles qui partent à fond, donc je pouvais être devant. Ouais, c'était tes 2 principales concurrentes, si je dis pas de bêtises. Alors des fois, il y a par exemple au Templier, les Espagnols, souvent, elles partent super vite, donc si tu es devant les Espagnols au début, c'est que tu es en train de partir vite. Okay. Là, je pense que Marie, c'était sa première course longue, je pense que c'est pareil, elle est partie assez prudemment. Donc il n'y avait pas de raison que je puisse pas être devant, quoi. Comment est-ce que tu as géré la récup entre les 2 courses, puisqu'il y a 2 mois d'écart? Il y a 2 mois entre les courses, si je dis pas de bêtises? 6 semaines. Il y a 6 semaines, d'accord, donc c'est quand même assez serré. Comment est-ce que tu as géré cette période entre les 2? Alors en termes d'entraînement, tu nous l'as dit, hein, tu es reparti un peu sur le plat, faire des sorties un peu en fin de journée, tu as essayé de remettre un peu de la vitesse sur bitume, on va dire, pour t'habituer dans les grandes lignes. Comment tu as géré la récupération après les Templiers? Après les Templiers, j'ai coupé quelques jours. Peut-être j'ai quasi rien fait une semaine, puis la 2e semaine j'ai repris progressivement. Donc ça, ouais, j'ai pas beaucoup l'habitude de rien faire pendant une semaine, donc pour moi c'est déjà pas mal. Puis en plus, j'étais en forme, donc des fois c'est dur de couper quand tu sens que tu es en forme. En fait, j'ai super bien récupéré des Templiers. 2 jours après, j'avais plus mal aux jambes, donc c'est vrai que tu te dis j'ai plus mal aux jambes, mais mon corps elle est quand même fatigué, faut se calmer un peu. Ça c'était. Après, ce qui m'a aidé pour la récup des Templiers, c'est que on vient d'acheter une maison et on devait s'installer dedans, faire des travaux et tout. Donc au moins, ça m'a occupé, ça m'a permis de faire autre chose et de ne pas aller courir, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de 2 stratégies? Alors je vais les faire dans l'ordre. On va commencer par, est-ce que tu avais une stratégie de course particulière sur les Templiers? Donc là, tu l'as dit un petit peu.
T'es dit prudente jusqu'au 50e à peu près, et là j'accélérais si je vais bien sur les 30 derniers, si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que tu avais une stratégie similaire ou quelle qu'elle soit sur la Saint-Élion? La Saint-Élion, non, c'est pareil. De toute façon, sur des courses longues, il faut quand même gérer ton allure des 3-4 premières heures pour être sûr de ne pas aller trop vite. Parce qu'en fait, ce que je me disais, c'est gérer mon allure, mais pareil pour les Templiers, c'est qu'au début, faut que ton aliment... Déjà, si tu vas trop vite, tu vas puiser dans tes réserves de glycogène plus vite. Et puis en plus, si tu vas trop vite, tu vas pas réussir à manger. Enfin, c'est cercle vicieux. Et puis après, une fois que tu n'as plus rien, c'est foutu, quoi. Ça va pas revenir avant la fin de ta course. Donc tu as beau essayer de te retaper, tu n'arriveras jamais à atteindre les allures que tu aurais si tu avais bien géré le début de course. Donc moi, mon indicateur, c'était un peu ça. C'est qu'au début, faut jamais se sentir au rupteur. Et il faut que je puisse manger. Il faut que pour moi, ce soit encore facile de manger. Plus ou moins facile, parce que c'est quand même des courses qui courent vite en début de course. Donc, l'indicateur, c'était il faut que tu arrives à manger toutes les 20 minutes quelque chose, à peu près manger ce que j'avais prévu de manger. Après, la Saint-Élion, ça s'est pas vraiment passé comme j'avais prévu, parce que je m'étais un peu basée sur les Templiers. Je m'étais dit, j'ai réussi à manger tant, je vais viser la même chose. Mais finalement, il fait froid. Donc quand il fait froid, tu as plus de mal à manger. En plus, j'ai mis des petits gants en soie. Finalement, je suis tombée sur une plaque de verglas. J'avais les mains trempées et gelées. J'arrivais plus à ouvrir. En fait, à la Saint-Élion, il y a quand même en début de course, c'était un peu en mode va falloir que je trouve un moyen de m'ouvrir un gel ou une compote, parce que j'ai les mains trop gelées. Et si j'arrive pas à manger tout de suite, la fin de course, ça va être compliqué. Ouais. J'ai l'impression que la plus grosse différence, une des grosses différences qu'il y a entre ce que tu faisais avant sur des formats un peu plus courts et maintenant, en fait, ça va être aussi l'alimentation, puisque sur un 20 km ou des formats comme ça, comme tu pouvais faire sur les Golden Trail World Series, tu vas manger un peu sucré, mais c'est ce que tu manges avant qui compte le plus. Là, tu as quand même un besoin d'alimentation continue. Est-ce que toi, tu as vu une grosse différence entre les deux? Est-ce que tu as dû t'habituer à manger pendant l'effort ou pas spécialement? Alors, je me suis pas habituée. Après, je pense que j'ai pris des trucs qui passaient plutôt bien pour les deux courses. Mais non, j'ai pas cherché à m'habituer à manger en entraînement. Mais j'ai pas fait des sorties longues, j'en ai pas fait énormément non plus. J'ai jamais passé plus de 4 heures dehors. Donc 4 heures, à la rigueur, tu prends un truc, mais c'est pas non plus... à l'entraînement, t'es pas obligé de beaucoup manger. Mais ça dépend des gens. Ça peut peut-être être intéressant de s'entraîner à manger si ça passe pas pour certains, quoi. Mais après, en trail court, c'est quand même important de manger. C'est vrai que des fois, on a tendance à se dire c'est court, faut pas manger, mais en fait, tu peux quand même prendre une hypo si ça dure plus d'1 heure. Mais bon, c'est plus facile parce que tu peux te dire je prends une flasque avec de la boisson et un gel, et tu auras les glucides qu'il faut, quoi. Sur du plus long, si tu tournes que à ta flasque et au gel, il y a moyen que ton ventre il soit pas content en fin de course. C'est ce que j'allais dire sur les courses courtes. C'est hyper important les apports en glucides, mais c'est vrai que souvent ils sont par la boisson. Et en fait, il y a aussi peu de risques que tu aies des troubles gastriques sur 2 heures de course, parce que c'est trop court, on va dire. Même si tu t'es égorgé de glucides et que t'es pas très bien, tu vas la finir ta course, alors que sur le long, ça peut vraiment venir mettre un stop complet à ta course, le fait de mal manger. Donc c'était un peu ça que j'avais en tête, mais ta réponse est assez claire. Enfin, en tout cas, moi j'ai bien compris. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'était ta stratégie alimentaire sur ces courses-là? Est-ce que tu t'étais mis la montre qui sonne et tous les X tu manges quelque chose, un gel par exemple ou... J'avais prévu de manger à peu près 80 grammes de glucides par heure. Okay. Donc j'avais pris de quoi manger. Alors après, j'ai jamais réussi à manger tout ce que j'avais pris, mais je m'en approchais à peu près. Mais moi, justement, pour pouvoir les atteindre, ces 80 grammes, je prends de la boisson quasi tout le temps. Déjà, ça me fait quand même pas mal. Et comme ça, j'arrive à compléter avec un peu d'aliments solides. Mais c'était un peu l'objectif. Après, à la Saint-Élion, je pense que j'étais peut-être à 40. Parce que tu as eu des difficultés à t'alimenter. Ouais, j'ai eu des difficultés. Okay. C'est un peu plus court, donc c'est passé. Mais je pense qu'il y aurait eu 1h30 de plus, ça aurait été compliqué la fin de course, quoi. Julie, merci beaucoup pour ces réponses concernant tes courses
des Templiers et de la Saint-Élion. On arrive à déjà, en tout cas pour moi déjà, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter nous raconter comment tu t'entraînes et comment se sont déroulées toutes ces courses. On arrive déjà à la fin de cet épisode et je te propose qu'on conclue. Est-ce que tu as un objectif de trail à court, moyen et ou long terme, des choses qui te font rêver et que tu as prévu de faire ? Là, à court terme, j'ai prévu de faire les championnats de France de trail long à Bulle-les-Baronnies en avril. Et après, le reste de la saison, on verra comment ça se passera. Après, j'ai des trails que j'aimerais bien faire. Par exemple, le 90 du Mont Blanc, ça me dirait bien. J'aimerais bien faire des trucs peut-être un peu plus longs et en montagne. Des trucs bien montagne, j'aimerais. Tu vas peut-être te réaligner sur l'échappée belle 90 qui part d'à côté de chez toi ? Ouais, peut-être, mais c'est un gros morceau celui-là quand même. Et de manière générale, est-ce qu'il y a une course qui te fait rêver où tu dis ça, un jour j'aimerais bien le faire en prendre le départ ? Donc tu as dit le 90, c'est un exemple de réponse ? Je vais arrêter le trail du coup. Tu vas repartir au kayak polo ? Ouais, je vais refaire du kayak polo. Je sais pas s'il y a une très bonne équipe à Grenoble, va peut-être falloir chercher un peu. Est-ce que tu aurais un ou deux, t'en as déjà donné beaucoup et je te remercie beaucoup pour ça, mais est-ce que tu as un ou deux conseils pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent que tu voudrais absolument qu'ils retiennent, le take-home message de cet épisode de la part de... Ouais, s'écouter, réussir à bien s'écouter et se faire confiance. Ouais, je dirais que c'est ça. Surtout, peut-être surtout pour les filles, c'est important de se faire confiance dans ce qu'on fait. Et peut-être prenez des départs, les filles. Ayez pas peur de prendre des départs sur du long. Ouais, c'est ça, prenez des départs. Puis en plus, faut toujours aborder les choses. Finalement, le trail, c'est quand même un loisir, quoi. A priori, il peut pas nous arriver grand-chose. Enfin, en tout cas, on prend pas beaucoup plus de risques que dans la vie courante. Et du coup, au pire, tu prends le départ et puis tu t'arrêtes au deuxième ravito parce que c'est trop dur. Il n'y a pas de problème. Et je pense qu'en plus, la plupart des filles elles réussiraient quand même à aller au bout, quoi. Mais ouais, je dirais se faire confiance et puis être bien entouré. En tout cas, moi je trouve que c'est les deux choses qui ressortent de notre échange. C'est s'écouter, tu as parlé des sensations, quelle que soit la question que je t'ai posée, les sensations sont souvent revenues sur s'écouter, se faire confiance quand reprendre, se faire confiance sur l'allure, se faire confiance sur ce qu'on est en train de faire dans la course. Et je trouve que c'est un beau message à faire passer. En tout cas, moi je l'aime bien ce message. Dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre si on veut savoir un peu où tu en es dans ton parcours sportif ? Sur Instagram, j'essaye d'être à peu près à jour. Bon, c'est pas tout le temps, mais... Après, sur Strava, je mets quasi tout ce que je fais. Alors, s'il y en a qui veulent savoir ce que je fais à l'entraînement, puis qui veulent se rassurer, parce que des fois, je fais des footings de 5 km tout doucement, ils peuvent regarder mon Strava. Ça marche. Et je mettrai le lien vers ton Strava et vers ton Instagram en description de cet épisode. Julie, je te remercie encore énormément pour ton temps et pour toutes les réponses aux nombreuses questions que j'avais à te poser. Moi, personnellement, je te souhaite le meilleur et je pense que toutes les personnes qui vont écouter cet épisode vont également te souhaiter le meilleur pour les courses à venir. Dont, là de suite, moi je note, je te souhaite une victoire sur la 90 du Mont Blanc un jour. Et on suivra avec attention, en tout cas moi je suivrai avec attention ton parcours dans les mois à venir. Merci beaucoup.